Bonjour à tous, le CHU de Guadeloupe est-il en train de vivre la crise la plus douloureuse de son histoire? Quel est le moral des soignants face à cette hécatombe? Comment cette situation est-elle gérée au quotidien? Le docteur Tania Foucan, vice-présidente de la commission médicale d'établissement du CHU de Guadeloupe, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour docteur Tania Foucan. Bonjour. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Ce que vit le CHU de Guadeloupe était annoncé, mais sans doute pas dans de telles proportions. C'est l'escalade du pire actuellement. C'est vrai qu'on savait que la vague serait probablement forte. On ne s'y attendait peut-être pas aussitôt et surtout effectivement aussi importante. Oui. La semaine dernière, 37 décès ont été déplorés au CHU, ce qui a entraîné une saturation de la morgue de l'hôpital. En cette fin de semaine, qu'en est-il, docteur ? Effectivement, nous avons eu 37 décès la semaine dernière et là, lundi, mardi, nous avons déjà fait 25 décès. Nous attendons les chiffres au fur et à mesure, c'est extrêmement compliqué. Comment la situation générale a-t-elle été gérée durant cette semaine écoulée, singulièrement au niveau de la morgue de l'hôpital? Alors au niveau de la morgue, de façon à pouvoir essayer un petit peu de gérer les flux de patients décédés entrants, nous avons en fait un container supplémentaire réfrigéré pour pouvoir effectivement conserver dans des conditions normales les corps des personnes décédées et un système en plus de l'armée qui a été déployé qui permet aussi de maintenir 12 corps en fait en température aussi. Oui. Un appel a été lancé, on l'a vu, aux familles des défunts et aux pompes funèbres également. Il a été entendu, tout ça arrive à s'organiser? Petit à petit, les pompes funèbres aussi se sont bien organisées. Eux aussi ont commencé à louer effectivement des conteneurs pour pouvoir essayer de fluidifier un petit peu la récupération des personnes décédées, donc c'est un peu fluide, mais c'est pas facile pour tout le monde, autant pour les pompes funèbres que pour nous, et puis bien sûr pour les familles endeuillées. Face à cette situation, docteur, quel est le moral des soignants aujourd'hui? C'est très difficile, c'est extrêmement difficile, d'abord parce que les soignants sont fatigués, ceci dure quand même depuis le mois de mars, on va dire, de 2020, donc les gens sont très fatigués. Et là, actuellement, c'est usant physiquement, mais en plus moralement. C'est extrêmement difficile d'avoir autant de personnes dans les services, autant de personnes malades, autant de personnes qui ne vont pas s'en sortir, autant de décès à accompagner, de familles à réconforter. C'est vraiment difficile. Oui. Vous êtes obligé de trier là maintenant? Alors, on ne parlera pas de tri, effectivement, on fait des, comment vous dire, pour pouvoir gérer les places en réanimation, nous faisons en sorte de proposer à la réanimation les patients qui ont le plus de chances de sortir de la réanimation, parce que la réanimation de toute façon c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Vous êtes intubé, vous êtes ventilé et vous n'en sortez pas forcément vivant parce que vos muscles vont fondre, parce qu'il faut qu'on vous mette à plat ventre, il faut qu'on vous aide à respirer. Donc de toute façon la réanimation, vous pouvez en plus avoir des séquelles derrière. Donc un comité d'éthique a été formé avec à la fois des réanimateurs, des personnes d'autres services, des membres du comité d'éthique, puisque nous avons des médecins spécialisés dans cette partie-là, et ce qui fait que la priorisation des patients se fait en fonction de ce comité d'éthique, en fonction de chaque patient, quelles sont les chances pour lui ensuite de résister à la réanimation, de s'en sortir, et c'est en fonction de cela que la priorisation est faite. Donc des décisions collégiales, c'est ça? Des décisions collégiales, difficiles mais collégiales. Les praticiens hospitaliers que vous êtes sont rompus aux situations difficiles. Vous ne l'êtes pas forcément tous pour les soins palliatifs. Or, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Effectivement, nous avons une équipe mobile douleurs soins palliatifs qui est déployée dans l'hôpital de façon à pouvoir justement aider en palliatif les patients en fin de vie. Nous avons des psychologues qui passent dans les services pour parler avec les familles. Donc c'est pas effectivement le cœur du métier de tout le monde et c'est vrai que du coup c'est pas facile pour les soignants. Autant de désespoir dans les yeux de vos patients, de détresse, de pleurs des familles, de cris, de colère. Il faut vivre avec, déposer ce fardeau pour repartir le lendemain.
Sur le plan psychologique, vous êtes accompagné? Sur le plan psychologique aussi, nous avons habituellement des psychologues du travail dans l'établissement et qui ont été renforcés en fait par la CUMP. Donc toute la CUMP à la fois Guadeloupe et une aide en plus extérieure, et en plus nous avons des numéros de téléphone où nous pouvons appeler aussi en métropole, où ils répondent 24 heures sur 24. Nous avons mis en place des affiches pour le personnel de façon à ce qu'ils connaissent les différents numéros à appeler, et les psychologues du travail accompagnés de cette CUMP passent dans les services pour essayer justement d'accompagner les soignants dans tous ces moments extrêmement difficiles. Très bien. Des renforts sont arrivés de l'Hexagone, d'autres vont assurer le relève sous peu. Du personnel soignant guadeloupéen en congé bonifié s'est également rendu disponible. Ces moyens s'intègrent facilement et de manière efficace? Ils s'intègrent effectivement, c'est pas facile. C'est-à-dire que quand vous avez 200 personnes qui arrivent, il faut gérer les plannings. La direction des soins le fait extrêmement bien, mais c'est pas évident parce qu'effectivement, il faut gérer toutes ces personnes qui arrivent, il faut gérer en fonction de l'endroit où elles habitent, parce que forcément, ils n'ont pas pu loger tout le monde de façon extrêmement facile. Donc, il a fallu vraiment arriver à mettre en place ceci. Et les équipes de la direction des soins travaillent quasiment 24 heures sur 24 pour arriver à gérer les plannings au niveau du flux, mais ça fonctionne quand même. Les craintes liées à la disponibilité d'oxygène en quantité suffisante sont levées aujourd'hui? Nous sommes également effectivement en train de faire des travaux. Nous avons un réseau secondaire que nous rattachons au réseau primaire qui vont nous permettre de passer de 4500 m3 en fait, d'oxygène à 7200. Donc déjà, ceci va permettre d'être un petit peu plus à l'aise en termes d'oxygène. Et ensuite, nous sommes en train de également isoler un secteur spécifique pour faire ce qu'on appelle de l'optiflow, parce que c'est un système qui permet de donner de l'oxygène à très haute densité en fait, aux patients, mais qui nécessite d'avoir un réseau un petit peu à part. Et celui-là aussi, nous sommes en train de le sécuriser. Donc tous ces travaux se font pendant que les patients sont là en plus, mais normalement nous devrions arriver à augmenter assez rapidement notre capacité en oxygène. Et bien sûr, nous avons en plus des livraisons de bouteilles de la société Air Liquide qui nous livre et qui a augmenté toutes ces livraisons en termes de bouteilles mobiles. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau? Non, nous n'avons pas de problème d'oxygène actuellement. Le combat pour la vie vous mobilise nuit et jour au CHU. Racontez-nous le quotidien de ceux et celles qui, comme vous, sont au cœur de la crise au centre hospitalier. Alors, moi, je suis au cœur de la crise, mais au cœur de l'organisation. Ouais. On va dire que c'est vraiment les soignants au lit du malade qui, eux, c'est difficile, ils arrivent, ils doivent d'abord s'équiper, mettre des tenues de protection, travailler, faire des soins dans des conditions difficiles, parce que je vous rappelle que depuis l'incendie, il y a pas mal de choses que nous n'avons pas pu remettre à niveau, et notamment par exemple les climatisations. Donc quand vous êtes obligé de travailler sans climatisation, dans des tenues de protection, avec des masques, avec des capuches, avec des tabliers, c'est extrêmement fatigant. Il faut les patients, il faut les retourner, il faut les aider à se laver, il faut leur faire des soins, que ce soit jour, nuit, accompagner les familles, et tout cela en faisant attention aux différents gestes également barrières pour ne pas se contaminer soi-même non plus. Donc c'est vrai que c'est difficile. Beaucoup de patients Covid en situation de grande détresse arrivent au CHU alors qu'il est parfois déjà trop tard, visiblement. Que peut-on faire concrètement pour améliorer cette prise en charge en amont ? Les médecins de ville s'organisent également, hein. Ils mettent en place tout un suivi à domicile des patients. Nous aussi, de la même façon, nous reprenons un système que nous avions commencé à mettre en place à la deuxième vague qui s'appelle Covidom, qui est un accompagnement en fait, des patients à domicile avec justement de l'oxygène et des extracteurs à domicile pour pouvoir les aider, et avec des appels téléphoniques qui permettent, en cas d'aggravation, de les faire revenir rapidement. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et je comprends ces familles qui ont l'impression d'attendre aussi longtemps à domicile parce que mais les vecteurs sont saturés, les pompiers sont saturés, le SAMU est saturé. Nous avons d'ailleurs vu une réunion hier avec les pompiers, car pour eux c'était compliqué, parce que vous savez, quand vous transportez un patient Covid, il faut pouvoir nettoyer tout l'ensemble de la cellule du camion en fait, juste après, et ils devaient d'abord rentrer en fait, à leur caserne avant de pouvoir repartir. Là, hier, nous avons mis en place un système qui va nous permettre de faire le nettoyage de ces cellules directement à l'hôpital avant de repartir, de façon à fluidifier un petit peu plus le système. Très bien. Manifestement, à force d'explications, de pédagogie, vu le contexte également, les plus sceptiques de nos compatriotes se font vacciner. C'est la meilleure réponse face à la détresse qui est la nôtre? C'est-à-dire que là, actuellement, nous n'en avons pas vraiment d'autres.
On est rentré hélas dans un discours où on oppose vaccination et remède rasier, vaccination et boost immunitaire. C'est les deux qu'il faut faire. Enfin, la question ne se pose même pas. Tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte de contrer cette épidémie est à faire. Et donc il faut à la fois se faire vacciner, car jusqu'à preuve du contraire, on peut dire ce qu'on veut, c'est ce qui a été démontré dans les autres pays. On nous oppose des chiffres en termes de contamination, où on dit oui mais regardez la contamination augmente. Certes, dans d'autres pays la contamination augmente chez les vaccinés, mais ils ne sont pas hospitalisés. La problématique c'est toutes ces personnes qui vont être hospitalisées, qui vont faire des formes graves. La semaine dernière, sur les 37 décès que nous avons eus, 33 n'étaient pas vaccinés. Ça fait 89% de personnes non vaccinées qui sont décédées. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc oui, heureusement, à force de pédagogie, les gens comprennent et la vaccination prend de l'essor. Il n'empêche qu'il faut également faire attention, l'immunité c'est important, le sport, manger bien, etc. Mais ça c'est au quotidien, de toute façon il faut le faire. Et il faut continuer à respecter les gestes barrières, c'est essentiel. J'entends des gens qui manifestent contre le pass sanitaire, le gouvernement. Tout le monde a le droit de manifester, mais il faut le faire dans le respect des gestes barrières. Il faut porter un masque, il ne faut pas se contaminer. C'est important parce que la contamination augmente et augmente le risque d'hospitalisation et le risque de surcharge de tout notre système de santé. Oui. C'est ce que vous dites à ceux et celles qui demeurent hostiles à la vaccination en dépit du carnage de cette 4e vague. Oui, ce que je dis à ceux qui sont hostiles, c'est respecter tout de même les gestes barrières. C'est important, c'est vital. C'est vraiment vital. Plus on augmente notre incidence et plus on a de personnes qui sont contaminées, plus forcément il y a de cas graves, puisque c'est un pourcentage du nombre. Entre guillemets, 80% des personnes vont guérir spontanément de cette maladie. Tant mieux, mais pour les 20% autres, ce n'est pas le cas. Et qui plus est, les 20% autres, plus il y a de personnes contaminées et plus le nombre de 20%, ça fera un nombre de personnes qui vont être nécessiter une hospitalisation qui sera importante. Et ça, c'est sans parler des personnes qui vont développer des symptômes de Covid long, des problématiques d'anosmie, ils ne sentent plus le goût, ils ne sentent plus les odeurs depuis des mois, ce qui les entraîne des problèmes psychologiques importants. Enfin, il y a plein de choses autres en plus que juste la pathologie et s'arrêter à dire oui, mais il n'y a que des gens qui meurent, il n'y en a pas beaucoup. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Plus de 200 morts depuis le début de l'année oui. à cause du Covid en Guadeloupe. Oui, et les détracteurs nous disent c'est pas vrai, c'est pas les bons chiffres, etc. Encore une fois, quand on annonce par exemple 37 décès Covid la semaine dernière, il est évident que dans la morgue, il n'y a pas que des patients décédés du Covid. Nous avons 37 personnes décédées du Covid et nous avons d'autres personnes qui sont décédées d'autres pathologies et nous avons des personnes qui sont décédées de choses traumatiques, puisque de la même façon, les accidents n'arrêtent pas, les coups de couteau n'arrêtent pas, etc. Donc quand on vous dit qu'il y a 37 personnes décédées, ça ne peut pas dire que c'est l'ensemble des décès de l'hôpital. Non, bien sûr que non. Nous, quand on nous demande des chiffres, on s'occupe pour l'instant du Covid. L'urgence commande que la Guadeloupe fasse bloc contre l'ennemi Covid-19 et ses variants. Or, nous sommes divisés, fracturés même. Cette fracture, vous la vivez socialement au sein même du CHU. J'imagine que ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je pense qu'en fait, la problématique de cette fracture, et c'est une fracture qui est peut-être liée aussi à d'autres sujets, qui n'est pas liée qu'à la vaccination. Je pense que là, actuellement, en fait, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que là, pour l'instant, comme vous dites, il faut qu'on fasse bloc. Il faut que nous gérions cette crise. La question de savoir qui est responsable. Et quand je dis qui, il y a de grandes chances que tout ceci soit quand même multifactoriel. Pouvoir pointer juste une chose me semble extrêmement compliqué. Mais je pense que ce n'est pas le moment de se demander ce qui est en cause, pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour arrêter ça ? Parce que là, pour l'instant, la difficulté, elle est maintenant. La question de savoir après le problème, est-ce qu'il y avait des lits, est-ce qu'il y avait assez de vaccins, est-ce qu'on aurait mieux dû communiquer, etc. On verra ça après. Là, la question, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça ? Et il faut qu'on fasse bloc. Il faut que la Guadeloupe fasse bloc. Le rôle de la CME dans la gestion de cette crise ? Nous sommes en fait ce qu'on peut quelque part être des facilitateurs. Nous essayons en fait de nous
réfléchissons avec les différents chefs de service, les soignants, pour faire le point sur les prochains services que nous allons ouvrir, comment est-ce qu'on organise l'intérieur du CHU, où est-ce qu'on fait passer les forces vives d'un côté à un autre en fonction des chiffres. C'est toute une organisation pour savoir effectivement comment est-ce qu'on organise la vie à l'intérieur de l'hôpital dans cette période de crise. Là par exemple, nous avons fait le point avec les urgences de façon à pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un poste médical avancé. Dans l'accueil des urgences, nous allons mettre à l'avant des urgences des lits supplémentaires pour pouvoir accueillir des patients avant effectivement de pouvoir les examiner de façon à ce qu'on puisse augmenter notre capacité encore d'accueil aux urgences. Très bien. En guise de conclusion, docteur, votre message à l'adresse de nos compatriotes en tant que personnel soignant, praticien hospitalier et guadeloupéen. Mon message, c'est actuellement, autant que possible, allez vous faire vacciner, car nous n'avons pas beaucoup de solutions. Et ensuite, il faut que nous fassions bloc contre cette pathologie qui, hélas, tue beaucoup de Guadeloupéens. Et il faut que nous fassions attention énormément aux gestes barrières. Donc, les problématiques de savoir qui avait tort, qui avait raison, ce n'est pas le moment. Le moment actuel, c'est de faire front tous ensemble pour se battre contre cette pathologie, tous ensemble de faire attention, de ne pas aller se faire des courses si on sait qu'on est contaminé, de ne pas faire ce genre de choses. Nous devons absolument, entre nous, nous respecter et faire bloc contre cette pathologie et nous discuterons après. Merci, docteur Tania Foucan, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Bon courage à vous et à vos collègues et surtout merci pour votre engagement. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Éclair TV et surtout prenez soin de vous.